Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire numéro 2 des rendez-vous santé-sécurité. Donc je suis Vincent Garneau, chargé de projet santé-sécurité pour la Chambre de commerce Occitanie. Aujourd'hui, ce webinaire numéro 2 est consacré à la maîtrise des obligations employeurs pour sécuriser juridiquement votre reprise ou votre relance d'activité. Interviendront pour la première partie, Monsieur Romain Hervé du cabinet Ledoux et Associés sur les parties obligations de moyens ou de résultats pour l'employeur. Est-ce qu'il est possible de reconnaître juridiquement un accident de travail, une maladie professionnelle en lien avec le Covid? Et puis il apportera des précisions sur sécuriser juridiquement la reprise de son activité. Il y aura un temps d'échange juste après sa partie. Et dans un second temps, il y aura une présentation des financements possibles et actuels mis à disposition, à lien avec le Covid, qui seront présentés par Priscille Julien, qui est conseillère sécurité à la CCI du Gard. Donc cette opération s'inscrit dans une opération collective qui s'appelle Développer une culture de la prévention, qui a été mise en place par les chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie en partenariat avec la Direct Occitanie et les acteurs du PRST. Donc cette opération allie plusieurs volets. Donc le premier, c'est les webinaires qui ont une portée régionale, donc une information descendante sur les thématiques actuelles, en particulier liées au Covid, puisqu'on a adapté notre agenda sur ce premier semestre sur cette thématique. Et ensuite, dans les CCI territoriales, vous pouvez retrouver des ateliers thématiques d'information spécialisée et également des ateliers de montée en compétences. De plus, sur certains territoires, vous pouvez vous faire accompagner sur des prédiagnostics santé-sécurité. Voilà, comme vous le savez, c'est une semaine riche en actualité puisqu'on est en pleine semaine de la qualité de vie au travail. Donc, on espère contribuer, nous aussi, par ce webinaire, à vous apporter une information utile et efficace. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Monsieur Hervé. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente en deux mots. Donc, Romain Hervé, avocat, l'un des associés du cabinet Ledoux et Associés. On est un cabinet d'avocats spécialisé sur les problématiques de santé et de sécurité au travail. On est une cinquantaine d'avocats à gérer ces problématiques-là. Et on dispose donc de bureaux à la fois sur Paris et une antenne régionale sur la région toulousaine, à Toulouse même. Alors, effectivement, on va aborder l'actualité brûlante du Covid-19 et cette actualité sous l'angle de la responsabilité, pour savoir finalement quelles sont les obligations, quel est le risque pour l'employeur aujourd'hui de voir reconnaître le Covid-19 comme un accident du travail ou comme une maladie professionnelle. Et on abordera cette obligation de sécurité de résultat, cette obligation de moyens renforcés aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, et le risque pénal éventuellement qui peut également en découler. Alors, je le dis tout de suite, il ne faut pas que ça soit bien évidemment anxiogène et ça n'a pas à l'être parce que je vais vous démontrer quand même au travers de cette présentation que le risque est quand même assez résiduel aujourd'hui du côté des employeurs. On a très peu de recul, bien évidemment, mais on commence à avoir quelques décisions qui sont rendues par certaines juridictions et on s'aperçoit que finalement, le risque pour les employeurs est quand même assez résiduel. Je vais y revenir tout à l'heure. Bon. Alors, quelques propos introductifs quand même pour qu'on cerne le débat et qu'on comprenne de quoi on parle. Je crois que vous l'avez constaté tous depuis quelques années. Chaque fois que vous allumez votre téléviseur, chaque fois que vous lisez votre journal, l'une des premières informations, c'est une information de nature judiciaire. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des affaires politico-financières, des affaires criminelles, mais depuis une quinzaine d'années, on entend parler d'hygiène, de santé, de sécurité, de santé publique et de santé et de sécurité au travail. C'est des sujets qui n'étaient absolument pas abordés il y a 15 ans de ça et aujourd'hui, on voit apparaître tous ces sujets depuis quelques années sur le devant de la scène. Alors, on pourrait remonter très loin avec l'affaire du Pic de Bure, l'affaire de la Grue de Toul, l'affaire du Stade de Furiani, l'affaire du tunnel du Mont Blanc, l'affaire de l'amiante, l'affaire de la Légionnelle, les prothèses PIP, le Mediator pour lequel il y a une audience en ce moment et
Dernière actualité brûlante, cette affaire de santé publique, c'est une affaire de santé publique qui concerne le Covid-19. Bref, depuis une quinzaine d'années, il faut avoir conscience que chaque fois que l'on va s'attaquer à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou encore à la santé publique, c'est-à-dire à la santé des concitoyens, eh bien, ça va se terminer devant un tribunal. Et dans les cas les plus graves, ça peut se terminer devant un tribunal correctionnel, c'est ce qu'on appelle une juridiction pénale. Bon. Encore une fois, il ne faut pas que ça ait un caractère anxiogène, mais on vit dans une société où il y a une certaine forme de judiciarisation et les employeurs doivent en avoir conscience parce qu'il n'y aura pas, à mon sens, de retour en arrière. On sera toujours dans cette démarche-là de santé et de prévention des risques professionnels. Et donc, il faut absolument en avoir conscience. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser tout de même la question de savoir pourquoi on connaît cette évolution. Cette évolution, on la connaît en réalité parce qu'il y a eu, au travers du temps, une prise de conscience des pouvoirs publics, de la directe, des partenaires sociaux également. Pendant très longtemps, la survenance de ce type d'événements-là, d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'affaires de santé publique, était perçue comme une fatalité. Eh bien, aujourd'hui, ça n'est absolument plus perçu comme une fatalité, c'est perçu comme un dysfonctionnement, et notamment dans les entreprises, lorsqu'il y a des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est perçu comme un dysfonctionnement de l'employeur face à la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ses propres salariés. Et aujourd'hui, ce dysfonctionnement-là, eh bien, les procureurs de la République, les sénateurs, les députés en ont pris conscience et imposent des réglementations qui sont de plus en plus lourdes, des obligations qui sont de plus en plus lourdes. Toute la réglementation qui est issue de la 4e partie du Code du travail et qui vous impose d'adopter des mesures de prévention des risques professionnels pour éviter les accidents du travail, pour éviter les maladies professionnelles, bien évidemment, et pour éviter les risques environnementaux également ou sanitaires comme c'est le cas du Covid-19. Bon. Et il y a également une prise de conscience de la part des magistrats qui ont la main de plus en plus lourde. Il faut savoir que ce type d'accident du travail, de maladie professionnelle, donnait très rarement à des condamnations pénales il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, on voit effectivement émerger une certaine volonté de la part de certains magistrats de rentrer en voie de condamnation. Alors, on l'a eu sur le Covid-19, mais j'y reviendrai tout à l'heure avec l'affaire Amazon. On dira que c'est des grandes entreprises, l'affaire Carrefour, l'affaire Renault, La Poste également qui a été concernée. Bref, toute une série d'affaires qui ont montré la volonté des magistrats, lorsqu'il y avait des atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs, de mettre un holà et d'ordonner des sanctions judiciaires. Bon. Alors, une fois qu'on a dressé ça en quelques mots, le temps nous est compté, donc on va essayer de parler de tout, mais en même temps d'être le plus précis possible sur vos attentes. Quels sont les risques que vous encourez aujourd'hui en tant qu'employeur face au Covid-19 ? Bon. Eh bien, il y a un premier risque que je qualifierais d'un risque indemnitaire qu'on appelle de la responsabilité civile. C'est finalement l'hypothèse où l'un de vos salariés va développer ce Covid-19 dans le cadre de son activité professionnelle. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a une première problématique qui se pose, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire reconnaître l'apparition de cette pathologie en tant qu'accident du travail ou en tant que maladie professionnelle. Vous allez voir qu'il va y avoir un certain nombre d'obstacles. Il va y avoir de nombreux obstacles pour vos salariés pour faire reconnaître cela en accident du travail et en maladie professionnelle. Et du coup, il y aura des obstacles encore plus importants, on y viendra tout à l'heure, pour qu'ils soient indemnisés, le cas échéant, des préjudices qu'ils ont subis liés au développement de cette pathologie. Bon, la première chose qu'on doit se demander, c'est de savoir est-ce que le développement du Covid-19 peut être considéré comme un accident du travail aujourd'hui. Alors, l'accident du travail, il est défini par le Code de la sécurité sociale et, sans reprendre la définition exacte, c'est l'accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En bref, c'est l'accident survenu au temps et au lieu du travail, indépendamment de toute cause, c'est-à-dire indépendamment même de la faute de l'employeur ou de la faute du salarié. Ça n'a aucune incidence. Le salarié, dans ce cas-là, lorsque l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, va bénéficier de ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas à rapporter la preuve d'un lien entre sa lésion et le travail. Et l'employeur, lui, peut contester le caractère professionnel en rapportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l'apparition des lésions. Alors,
on le voit, si on l'applique au Covid-19, la première difficulté qui va se poser pour les salariés, c'est la démonstration du fait que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail. Démonstration qui va être difficile pour lui parce qu'on est face à un risque finalement épidémiologique et rapporter la preuve que l'accident, enfin qu'il déclare, qu'il va demander à son employeur de déclarer, est survenu nécessairement au temps et au lieu du travail, va être excessivement complexe pour lui. Euh, alors, je ne parviens pas juste à passer à la slide suivante. Voilà. Extrêmement difficile. Pourquoi? Alors, on a certes des catégories à risque, suivant votre domaine d'activité. Il y a le personnel soignant, les salariés de la grande distribution, les salariés du transport, les postiers, les éboueurs, on en a beaucoup parlé dans la presse. Mais le fait de faire partie de ces catégories professionnelles à risque ne permet pas de caractériser un lien de causalité évident, certain, entre l'apparition du Covid-19 et l'activité professionnelle. Et c'est là la première problématique, encore une fois, qui va se poser face aux caisses primaires d'assurance maladie qui vont devoir instruire ces dossiers-là. Elles vont devoir établir de façon certaine que la personne a développé au temps et au lieu du travail le Covid-19. Autant vous dire que, ce n'est pas moi qui m'avance, toute la doctrine est complètement unanime là-dessus, il n'y aura quasiment jamais de reconnaissance d'accident du travail au titre du Covid-19. Je crois que je peux vous rassurer de ce point de vue-là. Ça va être très, très compliqué d'en rapporter la preuve. Alors, la deuxième solution, finalement, si ça n'est pas un accident du travail, est-ce que vos salariés vont pouvoir faire reconnaître le Covid-19 en tant que maladie professionnelle? La maladie professionnelle, c'est très différent de l'accident du travail. On ne parle pas d'accident survenu au temps et au lieu de travail. Il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions, entre guillemets, il faut 3 conditions qui sont cumulatives. Il faut que la maladie figure sur un tableau de maladie professionnelle, qui a un accès au code de la sécurité sociale. Il faut qu'elle soit apparue dans un délai de prise en charge qui est prévu par le tableau de maladie professionnelle. Et il faut que le salarié ait effectué des travaux susceptibles d'entrer dans une liste indiquée dans ces tableaux. Alors, de ce point de vue-là, si on en reste là, c'est totalement inenvisageable pour une raison très simple, c'est qu'à ce jour, il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle lié au Covid-19. Donc, j'ai envie de dire que c'est une hypothèse qui n'est pas envisageable. Maintenant, on a une deuxième solution pour faire reconnaître la maladie professionnelle. C'est ce qu'on appelle les maladies professionnelles hors tableau. Lorsque le législateur n'a pas prévu de maladie spécifique dans un tableau, et notamment le Covid-19, eh bien, les salariés ont la possibilité de demander à leur employeur de faire une déclaration de maladie professionnelle, mais ils vont devoir saisir un comité spécifique, un comité qu'on appelle le C2RMP, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Mais alors là, va se poser une nouvelle condition, c'est que pour que cela soit reconnu en maladie professionnelle, il va falloir que la personne présente un taux d'invalidité, un taux d'IPP qu'on qualifie sur le terrain civil, un taux d'IPP de 25%, ou alors que la personne soit malheureusement décédée. Bon, on entre dans des conditions qui sont très strictes et à ce moment-là, le C2RMP, si ces conditions-là sont réunies, si on a bien ce taux d'invalidité d'un salarié qui a été contaminé par le Covid-19, le C2RMP va devoir quand même rechercher la démonstration que la personne a bien été contaminée dans le cadre de son activité professionnelle. Autant vous dire que c'est donc quelque chose d'aujourd'hui excessivement complexe. Excessivement complexe, pourquoi? Parce que, alors, il y a une particularité. Il y a eu des annonces gouvernementales là-dessus, mais on attend les décrets dans la semaine, dans la prochaine semaine, concernant certaines catégories de professions. On a dit avec le personnel soignant qu'il y aurait un tableau de maladie professionnelle pour que le personnel soignant, dès lors qu'ils ont développé le Covid-19, eh bien, il soit automatiquement reconnu en maladie professionnelle. Encore une fois, ça a été une annonce gouvernementale. À ce jour, on n'a pas de décret particulier là-dessus, mais bon, ça devrait paraître, semble-t-il, je le lisais encore ce matin dans la presse. Mais pour le personnel soignant, ça risque d'être possible. En revanche, pour les autres catégories de professionnels,
ils vont devoir rapporter, s'agissant de cette maladie professionnelle, dès lors qu'ils seront sur une maladie hors tableau, eh bien, ils vont devoir rapporter la preuve d'un taux d'invalidité d'au moins 25%. C'est excessivement complexe, hein, c'est des taux d'invalidité qui sont quand même lourds. Et s'ils rapportent la démonstration de ce taux d'invalidité, hein, que ça sera un comité médical qui examinera ça devant le C2RMP, eh bien, ils vont devoir démontrer également le lien de causalité qu'il y aura eu entre l'exercice de leur activité professionnelle et la contamination par le Covid-19. Bon. Autant vous dire que c'est possible. Autant je suis catégorique du côté des accidents du travail, ça risque d'être quasiment impossible. Autant du côté de la maladie professionnelle, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre qui permet aux salariés, à vos salariés, d'essayer de faire reconnaître ça. Alors, quel est l'intérêt pour eux? Soyons clairs, hein, c'est un régime d'indemnisation. Une fois qu'on est pris en charge en tant que maladie professionnelle, eh bien, il y a une avance de tous les frais médicaux, une prise en charge spécifique en termes d'arrêt de travail. Bref, il va y avoir un régime qui est extrêmement favorable. Et surtout, la personne, en fonction de son invalidité, ou le cas échéant, malheureusement, si elle est décédée, elle va percevoir, si elle a moins de 10% de taux d'invalidité, elle va percevoir un capital, un montant fixe, hein, sans avoir approuvé de faute de son employeur. Ça sera automatique. Et si son taux d'invalidité est supérieur à 10%, eh bien, ce salarié-là va percevoir une rente à vie non imposable. Donc, on voit bien l'intérêt, bien évidemment, pour les salariés. C'est pour ça que tous les partenaires sociaux sont en train de faire pression auprès du gouvernement pour essayer de faire reconnaître un maximum de professionnels avec une présomption d'imputabilité au titre des maladies professionnelles liées au Covid. Bon, ce n'est pas chose faite encore. Je pense que pour le personnel soignant, ça va être acté. Maintenant, je ne pense pas que ça va être étendu au reste du personnel. Bon, alors, vous voyez bien donc, qu'il y a déjà cette première barrière à franchir. Alors, à supposer que cette première barrière soit franchie, eh bien, vient là la question de la responsabilité de l'employeur. Puisque à ce niveau-là, je vous l'expliquais, que ce soit un accident du travail ou une maladie professionnelle, c'est un régime de responsabilité sans faute. En gros, on n'a pas à démontrer de faute de l'employeur. Il suffit d'avoir été contaminé par le Covid-19 et de remplir les conditions que je viens de vous exposer. Et cela suffit à bénéficier de ce régime lié à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. Mais à côté de ça, vous avez une action qui existe depuis très longtemps, mais qui a connu un revirement important le 28 février 2002, qui s'appelle l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Je m'explique. Lorsque votre salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et donc là, on prendra l'exemple de la maladie professionnelle liée au Covid-19, eh bien, il a la possibilité de dire que s'il a développé le Covid-19, c'est par la faute de son employeur, parce que son employeur n'avait pas adopté les mesures de prévention suffisantes au sein de son entreprise. Et cette action en faute inexcusable, je vous dis, elle a toujours existé. La problématique, c'est qu'avant le 28 février 2002, il fallait démontrer que son employeur avait commis une faute exceptionnellement grave, une faute d'une exceptionnelle gravité. Et le 28 février 2002, eh bien, la Cour de cassation, qui est la chambre suprême en France, est venue nous dire que dorénavant, pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, eh bien, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié une obligation de sécurité de résultat. Et que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires, sa faute en tant qu'employeur sera reconnue. Il y a eu un petit bémol qui a été apporté à ça suite à des arrêts Air France du 25 novembre 2015. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur une obligation de résultat, mais sur ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcés. Bref, je ne vais pas faire de la doctrine aujourd'hui auprès de vous, mais l'idée étant de dire le seul moyen pour l'employeur de se prémunir de cette action qui pourrait être engagée par vos salariés qui auraient développé le Covid-19 et qui auraient été reconnus en maladie professionnelle, eh bien, c'est de prouver que vous avez tout mis en place dans votre entreprise pour éviter que survienne le développement de ce type de pathologie. D'accord? Et ça, c'est un risque indemnitaire. Alors, je reviens juste là. C'est un risque indemnitaire. Quel est l'objectif du salarié? Eh bien, il est très simple. C'est d'obtenir une réparation intégrale de tous ces préjudices, que ce soit un préjudice physique, un préjudice moral, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, c'est-à-dire la perte d'activité de sportive, de loisirs, mais également d'obtenir un doublement du capital ou de la rente que j'évoquais tout à l'heure qu'il perçoit au titre de sa maladie professionnelle. En gros, il percevra
un doublement, c'est-à-dire que la rente qu'il percevait, s'il percevait 1 000 € par mois, eh bien, il en percevra 2 000 € par mois, non imposables et à vie, même après la retraite. D'accord ? Donc, c'est un régime qui est très favorable, bien évidemment. Mais encore une fois, ça impose au préalable que votre salarié soit déjà reconnu soit en accident du travail, soit en maladie professionnelle. Si c'est le cas, à ce moment-là, il pourra saisir un tribunal pour faire reconnaître la faute de son employeur et vous serez, le cas échéant, si les mesures de prévention n'ont pas été suffisantes, vous pourriez, le cas échéant, être condamné. Voilà le premier risque, on va dire, qui est cette action en faute inexcusable qui pourrait être reconnue à l'encontre de l'employeur. Il y a un deuxième risque qui va dans la même lignée, qui est la possibilité pour la DIRECCTE, l'inspection du travail, de saisir un juge des référés si les mesures de prévention que vous avez adoptées sont insuffisantes. Et c'est sur cette base-là qu'on a vu apparaître toutes les affaires qui ont été médiatisées dans le cadre de la période de confinement, l'affaire Amazon, l'affaire Carrefour, l'affaire Renault, l'affaire La Poste, toutes celles que j'évoquais tout à l'heure. Le principe a été simple, c'est qu'il y a eu un contrôle de l'inspection du travail qui pourrait se produire au sein de votre entreprise, sans qu'il y ait d'ailleurs de mandat du procureur de la République ou autre. C'est les inspecteurs du travail ont parfaitement la possibilité de faire des contrôles sur place, chez vous, sans avoir d'un mandat spécifique du procureur de la République. Ça fait partie des pouvoirs dont ils disposent. Et s'ils constatent à ce moment-là qu'il y a des manquements évidents aux règles de prévention des risques professionnels qu'on va évoquer là, à ce moment-là, ils ont la possibilité de saisir le juge des référés et d'obtenir la condamnation de l'employeur à ce qu'il mette en place un certain nombre de mesures de prévention. Alors, à mon sens aujourd'hui, je vais vous le dire clairement, à mon sens, c'est le principal risque qui pèse sur vous en tant qu'employeur aujourd'hui. C'est l'hypothèse où vous avez un inspecteur du travail qui vient chez vous et qui fait un contrôle de vos mesures de prévention. Et c'est là tout l'intérêt de la prévention des risques professionnels. C'est à ce moment-là où vous allez devoir prouver que vous avez mis en œuvre les principes généraux de prévention, c'est-à-dire éviter les risques. Mais bon, éviter le risque au Covid-19, malheureusement, on ne peut pas forcément, et le législateur en a conscience. Mais alors, il faut évaluer ces risques. Évaluer les risques comment ? Dans le cadre de votre document unique d'évaluation des risques. Mais surtout, il ne suffit pas d'évaluer le risque du Covid-19, il faut surtout adopter les mesures de prévention qui s'imposent pour faire face à ce risque-là. Et là, quelles sont ces mesures de prévention ? C'est tout ce qu'on a pu voir apparaître dans les médias, sur les protocoles de déconfinement et autres. Ce sont les mesures de distanciation sociale, ce sont les mesures liées aux règles de circulation dans les entreprises, et ce sont les mesures ce qu'on appelle couramment, on va dire, les gestes barrières dans l'entreprise. Et lorsque cela n'est pas possible, uniquement lorsque ces mesures de protection collective ne sont pas possibles parce que la configuration de vos locaux ne le permet pas ou autre, on doit à ce moment-là adopter des mesures de protection individuelle qui peuvent être notamment le port du masque dans l'entreprise. Je le précise à ce stade-là, c'est très important. Alors, juste un point avant. Toutes ces affaires-là que j'évoque, Amazon, Carrefour, Renault, ils ont été condamnés sur ce principe-là, sur le fait de ne pas avoir évalué les risques professionnels, de ne pas avoir organisé dans leur document unique d'évaluation des risques des mesures de prévention suffisantes face au Covid-19. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de vous préparer à cette reprise d'activité, aujourd'hui l'activité a commencé à reprendre d'ores et déjà, mais la première chose que vous avez à faire, c'est de regarder, si vous n'en avez pas, alors bien évidemment, rédiger un document unique d'évaluation des risques global, mais si vous en avez un, d'intégrer le risque lié à l'épidémie du Covid-19 dans votre document unique d'évaluation des risques et surtout, face à ce risque-là, d'envisager les mesures de prévention. Je vous disais, mesures de protection collective et lorsque ça n'est pas possible, mesures de protection individuelle. Alors, les mesures de protection collective, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose que nous impose le protocole de sécurité ou les fiches métiers qui ont été mises à disposition, c'est de privilégier tous ces gestes barrières, les règles de distanciation sociale, notamment le fait que dans un bureau, chaque salarié doit bénéficier de 4 mètres carrés. C'est la norme qui a été fixée en l'occurrence, 4 mètres carrés pour un salarié. La gestion également des flux, c'est-à-dire des règles de circulation dans l'entreprise pour éviter que les personnes ne se croisent entre guillemets soit en même temps dans des zones confinées. Je pense notamment
dans des locaux dans lesquels on doit se changer lorsqu'on a une tenue de travail spécifique, dans les locaux dans lesquels les personnes prennent leur pause déjeuner. Il doit y avoir dans votre document unique d'évaluation des risques toute une série de dispositions relatives à cela. Et lorsque ces règles de protection collective, ces mesures de distanciation ne peuvent être respectées, ça n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement vient de dire finalement qu'il va falloir mettre en place des mesures de protection individuelle. Et là, je pense notamment au port du masque. Alors attention avec le port du masque, parce que bon, il y a eu beaucoup de masques artisanal, on va dire, qui s'est mis en place. Bon, face à cela, les règles sont claires. Je vous inviterai à vous référer au protocole de déconfinement, mais il faut privilégier uniquement, enfin, ce n'est pas privilégié d'ailleurs, c'est n'autoriser que, si vous devez mettre à disposition des masques, que des masques qui sont aux normes. Alors, ça peut être les fameux FFP2, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Les masques chirurgicaux qu'on retrouve aujourd'hui et on vient de parler même dans le protocole de déconfinement, là maintenant, des masques qu'on qualifie de grand public. Masques grand public, alors il y a un certain nombre de normes, ils sont normés ces masques grand public, mais c'est des marques généralement qui sont en tissu lavable et réutilisable, mais avec une norme bien précise. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il faut éviter à tout prix de mettre à disposition des masques s'ils ne sont pas aux normes. Soyons clairs, je vais éclaircir mes propos par rapport à ça. Le législateur n'impose à personne, à aucun employeur, de mettre à disposition des masques. Il vient nous dire, vous devez privilégier la distanciation sociale, ces fameux 4 mètres carrés et les règles de circulation. Et ça n'est que lorsque vraiment vous ne pouvez pas le mettre en place de par la nature de toute votre activité, je pense notamment à certaines activités dans le BTP, dans la construction, bref, où il y a une proximité qui est inhérente aux fonctions et sur laquelle on ne peut pas changer. Ça n'est que dans ces cas-là où on a la possibilité en tant qu'employeur, enfin on a le devoir même en tant qu'employeur, de mettre à disposition des mesures de protection individuelle et donc notamment ces masques. Mais attention, des masques aux normes, c'est indispensable. Voilà, à mon sens, le principal risque aujourd'hui qui pèse sur les employeurs, c'est le défaut d'évaluation des risques et d'adoption de mesures de prévention. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment que vous portez votre attention. Alors, il reste un dernier risque qui fait peur à tout le monde et dont on entend parler systématiquement, ça a été le cas dans le Covid-19, mais c'est le cas dans toutes les affaires de santé publique, eh bien, c'est le risque pénal, parce qu'on a tous l'impression qu'en tant qu'employeur, on va finir derrière les barreaux si on a un de ses salariés qui développe le Covid-19. De ce point de vue-là, je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. La personne qui va partir en prison, il y a une mauvaise gestion du Covid-19. Ça n'est pas envisageable. Il y a 3 délits qui sont envisageables en réalité face au Covid-19. Il y a ce qu'on appelle d'abord le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Bon, c'est le fait délibérément d'avoir mis en danger la sécurité de ses salariés en violant les règles prévues par la loi ou le règlement. Alors, il y a une problématique déjà purement juridique qui fait que ça ne va pas pouvoir s'appliquer, ce délit, a priori, c'est qu'il n'y a aucune disposition légale ou réglementaire spécifique au Covid-19. On a bien ce protocole de déconfinement, mais il n'a aucune valeur réglementaire ou légale. On a bien une obligation liée, on a bien des fiches métiers qui ont été mis à disposition par le gouvernement, mais ça n'a aucune valeur légale ou réglementaire. Ce délit-là, il n'est pas envisageable. Et en plus, il faudrait rapporter la preuve que délibérément, vous avez fait quasiment exprès d'exposer votre salarié au risque du Covid-19 en n'adoptant aucune mesure de prévention. Je le mets de côté parce que sincèrement, ça ne se produira pas. Et il y a ensuite 2 délits que sont le délit de blessure et d'homicide involontaire. Alors, c'est la même chose, sauf que malheureusement, dans un cas, le salarié est décédé du Covid-19 ou dans l'autre cas, donc ça c'est l'homicide involontaire, l'autre cas, les blessures involontaires, c'est l'hypothèse où il a été contaminé par le Covid-19 et il a eu un certain nombre de séquelles. C'est le fait par imprudence, négligence, maladresse, inattention ou manquement aux règles de sécurité prévues par la loi ou le règlement, de malheureusement décéder sur son lieu de travail ou à la maison ou d'avoir des séquelles importantes. Ce risque-là, il est quand même là aussi assez limité. Il est assez limité, pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on soit capable, du côté des procureurs de la République, de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre l'activité professionnelle et, d'une part, l'activité professionnelle et les manquements
aux règles de prévention. Et troisièmement, le développement du Covid-19. Autant vous dire que ce lien de causalité-là, il est excessivement complexe. Je fais un parallèle avec l'amiante qui va tuer plus de 200 000 personnes, c'est le plus gros scandale sanitaire qu'ait connu la France. Eh bien, on s'aperçoit que autant sur un terrain civil, ces personnes-là ont été indemnisées, les victimes de l'amiante sont indemnisées au travers de l'action que j'évoquais tout à l'heure, l'action en faute inexcusable de l'employeur, parce qu'il y a une faute dans la gestion de l'amiante à l'époque. Mais en revanche, sur un terrain pénal, eh bien, on se heurte à cette problématique du lien de causalité. Et autant en matière d'amiante, ça paraît quand même assez évident, en matière de Covid-19, je vais vous dire, c'est très, très, très loin d'être évident pour une raison très simple. Eh bien, c'est que le Covid-19, contrairement à l'amiante, ça ne peut s'attraper à la fois sur le lieu du travail, mais également chez soi, dans un bar ou autre part, peu importe. Aucun salarié, a priori, ne parviendra à démontrer la preuve que c'est sur son lieu de travail qu'il a développé le Covid-19. Il y aura certaines professions peut-être spécifiques pour lesquelles ça sera, j'évoquais le personnel soignant tout à l'heure, beaucoup plus facile, mais en dehors de ces professions-là, il y a quand même un risque qui est quand même mineur. Alors, sous l'angle pénal, il reste un risque majeur, j'avance un petit peu lié au temps, un risque majeur qui est peut-être celui de la violation de dispositions du Code du travail. On a un article du Code du travail qui nous dit que constitue un délit le fait de manquer aux dispositions prévues par la 4e partie du Code du travail. Et dans ce cas-là, de la même façon que j'ai évoqué ça tout à l'heure sur le contrôle de l'inspection du travail qui pourrait donner lieu à des actions devant les juges des référés, eh bien, il pourrait très bien y avoir des contrôles de l'inspection du travail au terme desquels l'inspecteur du travail pourrait dresser un procès-verbal qui communiquerait au procureur dans le cadre duquel il viendrait relever un certain nombre de manquements aux règles de prévention face au Covid-19. Et on reviendrait sur les mêmes principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça porterait sur le défaut de mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques. Ça, c'est évident que si vous n'avez pas mis à jour votre document unique et qu'il y a un inspecteur du travail qui se déplace sur le lieu de travail, il peut à la fois saisir le juge des référés, mais il peut également référer au procureur de la République pour dire « j'estime que cet employeur-là commet des manquements graves aux règles de sécurité, il n'a pas évalué ce risque Covid-19 dans son document unique, ça constitue une infraction pénale ». Ça peut être également le défaut d'aménagement des locaux de travail, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les règles de distanciation sociale qui doivent être aujourd'hui mises en œuvre, ou alors l'utilisation d'équipements de travail sans préserver la santé et la sécurité des salariés. Bon, là, j'en revenais tout à l'heure à la question des masques qui doivent être conformes aux normes en vigueur. À ce jour, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, on n'a eu aucune décision relative à un risque pénal. On n'a aucun tribunal répressif, aucune juridiction correctionnelle ou un tribunal de police qui s'est saisi de cette question-là. Soyons clairs, la volonté avant toute chose, c'est de privilégier la prévention. Et donc, c'est d'inciter les employeurs, du côté des inspecteurs du travail, d'inciter les employeurs à adopter des mesures de prévention. Il n'y a pas de volonté, je crois, aujourd'hui des inspecteurs du travail que de vouloir alerter le procureur de la République pour sanctionner un employeur, sauf lorsqu'il y avait des choses démentielles qui se passaient et qu'on s'apercevait qu'il y avait plusieurs salariés qui étaient malheureusement contaminés face à ce risque-là. Bien évidemment, là, il pourrait y avoir des suites judiciaires sur un terrain pénal. Mais ça n'est pas la volonté des inspecteurs du travail aujourd'hui. La volonté des inspecteurs, c'est en revanche de mobiliser les employeurs, quel que soit leur secteur d'activité, pour qu'ils mettent en place des mesures de prévention. Et j'en reviens toujours à ces principes parce que le Covid-19, on dit que c'est une spécificité. Sous l'angle en tout cas des accidents du travail, des maladies professionnelles, ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une puisque sous l'angle de la prévention des risques professionnels, on nous dit toujours la même chose. L'objectif, c'est de respecter les principes de prévention, généraux de prévention, c'est-à-dire éviter les risques, évaluer les risques, adopter des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention, elles sont dans le protocole de déconfinement, dans les fiches métiers. Et c'est sur ce point-là que vous allez devoir aujourd'hui axer toute votre politique de reprise d'activité, avec un point pour ceux qui sont concernés, les entreprises pour lesquelles il y a un CSE, l'ancien CHSCT, aujourd'hui c'est le comité social et économique. Bon, il y a des délégués du personnel qui font partie de ce CSE, et bien vous allez devoir les consulter sur ces mesures de prévention. Je pense notamment à l'affaire Amazon.
l'une des problématiques qu'on leur a reproché, c'est le défaut. Alors, d'une part, l'évaluation des risques n'avait pas été suffisante. Le risque n'avait pas été suffisamment bien évalué et les mesures de prévention étaient inefficaces, au sens des magistrats, en tout cas au sens de la Cour d'appel de Versailles. Mais on leur a reproché également de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur chacun des sites de l'entreprise Amazon. Et ça, c'est un point sur lequel vous devez porter votre attention, parce que nécessairement, si vous avez délégué du personnel, n'oubliez pas de les consulter systématiquement. Vous vous protégez en tant qu'employeur, puisque si le risque vient à être insuffisamment qualifié, eh bien vous pourrez quand même vous retrancher derrière le CSE, dont c'est le rôle de prévenir les risques professionnels. En tout cas, c'est l'un des rôles du CSE aujourd'hui, la prévention des risques professionnels. Vous pourrez vous retrancher en tant qu'employeur, en tant que dirigeant d'entreprise ou manager, en vous disant « Attendez, j'avais fait le nécessaire, on a peut-être eu un loupé sur telle ou telle chose, mais je n'ai pas de responsabilité personnelle. Enfin, en tout cas, on ne pourra pas démontrer ma volonté délibérée de ne pas avoir voulu mettre en place de mesures de sécurité. » Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser la parole pour s'il y a des questions, bien évidemment. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, bien évidemment, c'est une catastrophe, c'est une épidémie mondiale. Donc on en a parlé, on en a reparlé beaucoup. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, et notamment quand il y a de la santé publique en jeu, on le voit avec le Mediator en ce moment, le procès est en cours, à chaque fois que la santé publique est en jeu, on va chercher des questions de responsabilité. Moi, j'ai envie de dire que cette notion d'accident du travail et de maladie professionnelle, déjà, vous êtes quand même, il y a peu de risques pour que le Covid-19, si vos salariés ont développé le Covid-19, et même si les tests sérologiques aujourd'hui vous en rapportent la preuve, il y a peu de chances pour que ça soit reconnu en accident du travail ou en maladie professionnelle. Accident du travail, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quasiment niet. Maladie professionnelle, il y a une petite fenêtre de tir, hormis le personnel soignant qui, eux, devraient être indemnisés normalement. Donc, cette obligation de sécurité de résultat, voilà, finalement, elle est quand même limitée. Ensuite vient, en revanche, le risque pénal. Et là, je vous ai dit aussi, je le trouve très limité. Ça pourrait être des infractions au Code du travail, qui constitueraient des amendes, pour lesquelles il y a des amendes qui sont encourues. Mais le principal risque, à mon sens, et je me répète, c'est le rôle de l'inspection du travail qui pourrait, en tant qu'organisme de prévention, venir dans votre entreprise et vous dire eh bien, vous n'avez pas suffisamment adopté de mesures de prévention suffisantes. Et là, il faut absolument que vous vous référiez point par point pour mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Il faut absolument que point par point, vous repreniez les protocoles de déconfinement. Et lorsque vous avez la chance de faire partie d'un secteur dans lequel il y a des fiches métiers, eh bien, vous référez à ces fiches métiers-là avec des campagnes d'affichage, de diffusion. Parce que je le dis tout à l'heure, il ne faut pas simplement mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Il faut que ça soit diffusé au sein de l'entreprise, qu'il y ait des formations, des informations relatives au Covid-19, parce qu'il ne sert à rien d'organiser un CSE, de faire ça en vase clos entre l'employeur et les délégués du personnel et de ne pas communiquer ça auprès des salariés. Il faut bien évidemment qu'ils soient informés de la démarche de prévention qui a été mise par l'employeur. Voilà ce que j'avais à vous dire sous l'angle de la responsabilité. Alors, je ne sais pas s'il y a un certain nombre de questions peut-être maintenant qui remontent. J'en ai vu circuler quelques-unes. Donc voilà, n'hésitez pas. Je crois que M. Garneau va peut-être faire une synthèse des questions posées. Non, M. Garneau, non, il n'y a pas de… J'arrivais, excusez-moi, je n'arrivais pas à repasser Pardon. J'arrivais pas à réouvrir mon micro, désolé. D'accord. Donc oui, il y a quelques questions là. Du coup, ça a été très clair, merci beaucoup. Mais sur la fin, on a vu plus de questions arriver. Peut-être juste sur le document unique, on a fait un webinaire vendredi dernier. Donc, vous allez recevoir dans tous les cas le lien pour ce webinaire-là. Et il vous donne également accès, puisque c'est sur le lien de la chaîne CCI Occitanie, le lien YouTube. Et du coup, vous allez avoir la possibilité de revoir le webinaire de la semaine dernière, sur lequel, en fait, il y avait vraiment un zoom sur le document unique. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller le revisionner.
Et pour le coup, après, vous avez également vos conseillers territoriaux qui peuvent vous accompagner sur ces démarches, sachant que dans certaines CCI, il y a déjà eu des ateliers organisés en ce sens et il faut les demander en fait à votre conseiller les prochaines dates d'atelier puisqu'il y en a d'ores et déjà qui sont prévues. Voilà, du coup, je vais peut-être enchaîner sur les premières questions qu'il y a eu en lien donc, avec votre présentation. Voilà, une sur notamment les reconnaissances en accident du travail. Est-ce qu'il y a des réserves motivées qui peuvent être émises du coup vis-à-vis de ces accidents de travail? Oui, alors bien évidemment, hein, si un de vos salariés, et ça nous conseille systématiquement les employeurs là, depuis le début, parce que tous les employeurs ont été confrontés à des demandes de déclaration d'accident du travail. Hein. Vous savez comment ça se passe, la déclaration d'accident du travail, c'est le salarié qui va vous dire, voilà, vous êtes informé par le salarié de développement du Covid-19 par exemple, et vous allez devoir faire une déclaration d'accident du travail. Si vous faites cette déclaration d'accident du travail, immédiatement, vous devez émettre une lettre de réserve que vous accompagnerez. Hein, vous avez un délai de 48 heures pour faire la déclaration d'accident du travail. Dans le même temps, vous devez adresser à la Caisse primaire d'assurance maladie ou à la MSA si certains relèvent du régime agricole, la Caisse primaire d'assurance maladie pour le régime général en tout cas, une lettre de réserve motivée dans laquelle vous allez devoir expliquer effectivement en quoi ça n'est pas survenu au temps et au lieu du travail. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les caisses primaires d'assurance maladie, on a un certain retour de leur part. Elles ne reconnaissent pas ça en accident du travail. Elles ne le reconnaissent pas. On n'a pas eu un cas encore d'un de nombreux clients qui nous a dit ça a été reconnu en accident du travail. Je pense que ça n'est quasiment pas envisageable. Mais effectivement, pour se prémunir, faites une lettre de réserve systématiquement en indiquant qu'il n'y a aucun lien, si minime soit-il, avec le travail. Merci pour ces précisions. Peut-être des questions qui viennent Juste, je précise, génériques. Hein, on est face à un risque épidémiologique. Le risque épidémiologique, la particularité, c'est que ça peut se développer partout. C'est pas lié, c'est pas en rentrant dans l'entreprise qu'on développe le Covid-19. Hein. Et j'ai envie de dire que même s'agissant des personnels soignants, la probabilité qu'ils attrapent le Covid-19 sur leur lieu de travail est beaucoup plus importante, mais elle n'est pas certaine. Et c'est pour ça qu'en accident du travail, même le personnel soignant ne sera pas reconnu en accident du travail. Ils seront reconnus le cas échéant en maladie professionnelle, mais pas en accident du travail. Sur le protocole national de déconfinement et les guides et les fiches qui ont pu être édités, qui sont mis à disposition notamment sur le site du ministère, ont-ils une valeur juridique et réglementaire? Non, ça n'a pas de valeur légale ou réglementaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, en soi, il n'y a pas de possibilité de reconnaître le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est fortement recommandé. Hein. Il y a beaucoup d'obligations comme ça quand on parle de prévention des risques professionnels. Je peux vous donner un exemple, ça parlera peut-être à certains. La détention d'un CACES, pour ceux qui conduisent par exemple des chariots automoteurs, il n'y a aucune obligation légale qui vous oblige d'avoir un CACES. En revanche, pour justifier de la formation de votre salarié, eh bien, c'est quasiment indispensable. C'est quasiment indispensable. Et bien là, c'est la même chose. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas ça ne constitue pas une valeur, ça n'est pas indiqué, ça ne figure pas dans le code du travail, donc ça n'a pas de valeur législative ou réglementaire, ça c'est certain. En revanche, c'est des fiches métiers, ces fiches métiers ou ce protocole de déconfinement, c'est ce qui servira de base quand même à l'inspection du travail, si vous avez des contrôles, pour justifier que la politique de prévention est insuffisante. Donc, c'est des recommandations fortement appuyées et sur lesquelles on peut se dire qu'il est préférable de les respecter. Alors, je ne dis pas respecter à la lettre, hein, ce n'est pas la question, mais il faut respecter la philosophie. Et la philosophie, c'est la suivante. On privilégie les mesures de protection collective. Et quand ça n'est pas possible, de par la configuration des lieux, de l'activité professionnelle, on va sur les mesures de protection individuelle type masque, gants et autres. Très bien. Justement, une question sur les protections collectives, puisque je pense que la règle des 4 mètres carrés en fait partie. Est-ce que ces barrières sociales sont toujours en vigueur?
Elles sont toujours en vigueur. Oui, oui, elles sont toujours en vigueur. Hein. Ce protocole de déconfinement, il n'a pas bougé encore. Donc oui, oui, les règles de distanciation sociale sont toujours à respecter. Oui. Et du coup, ensuite, donc, on a bien compris qu'une fois qu'elles ne pouvaient pas être respectées, on passait sur les protections individuelles. Au niveau de ces protections individuelles, quel recours à l'employeur si du coup les salariés ne veulent pas les porter? Alors, bon, ça, c'est toujours la même problématique. Hein. Les EPI, hein, comment fait-on quand on est employeur et qu'on a un salarié qui ne veut pas mettre son casque sur des chantiers du BTP et autres? Bon, première chose à faire, c'est se dire qu'en tant qu'employeur, il faut être droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, ça veut dire être capable de prouver qu'on a déjà remis des équipements de protection individuels. Donc, tenez un registre de remis si vous mettez à disposition des équipements de protection individuelle, donc les masques notamment. Tenez un registre et quand vous les remettez, c'est contre signature. Bon. Deuxième point, vous devez, alors c'est ce que nous dit le protocole des confinements. Bon, je ne sais même pas ce qu'ils entendent par là. Il faut former ces salariés au port du masque. Bon, en gros, vous prenez 5 minutes et vous leur expliquez. Mais ce n'est pas tant la formation qui m'importe, c'est la traçabilité. Il faut que vous soyez capable de démontrer que tel jour à telle heure, vous avez remis à cette personne son masque, ses masques ou autres. Donc, elle est signée et qu'ensuite, elle a reçu quelques consignes de sécurité relatives à l'utilisation de ces masques. C'est ça l'important. C'est qu'en gros, vous allez définir un manager chez vous, je ne sais pas qui, ça dépend de la taille de votre entreprise, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un responsable sécurité ou est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, bref, ça peut être le DRH, ça peut être peu importe la qualité. Ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Mais vous allez définir cette personne qui va dispenser ces consignes de sécurité. Et vous allez également faire dans le même temps une petite campagne d'affichage suivant la taille de votre entreprise. Si c'est une très grosse entreprise, bien évidemment, ça doit être des mesures de prévention efficaces, donc un affichage un petit peu partout dans les locaux, dans les usines ou autres. Si c'est une plus petite entreprise, quelques affiches qui sont affichées dans les secteurs clés de l'entreprise vont suffire. Et si votre salarié, en dépit de cela, ne respecte pas, eh bien alors, j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est quand même, pour vous protéger, on va dire, faire un rappel par un mail. Concrètement, petit rappel à mail, on a constaté que tel jour, à telle heure, bon, tu ne portais pas, je te rappelle les obligations sur lesquelles tu as été formé, les obligations qui sont rappelées au sein de l'entreprise. On doit porter les masques lorsque les mesures de protection collective sont insuffisantes. Donc, merci de bien devoir les porter. Et puis, si la situation perdure, eh bien, malheureusement, vous n'avez d'autre choix que, pour vous protéger, rentrer un petit peu dans l'échelle des sanctions disciplinaires. Alors, je ne parle pas de virer les gens, bien évidemment, mais peut-être mettre un blâme à la personne, petite sanction disciplinaire pour qu'elle comprenne le caractère indispensable et rappelez-lui que c'est à la fois pour la protéger, elle, lui, le salarié, et pour protéger également les collègues de travail. Bon, si en dépit de ça, vous avez la tête brûlée qui continue à ne pas porter son masque et que vous avez un contrôle de l'inspection du travail et que malheureusement, eh bien, ce jour-là, elle constate que cette personne ne portait pas de masque, si vous avez respecté tout ce que je vous ai dit en amont, c'est-à-dire remise des EPI contre signature, une petite formation sur les consignes de sécurité, une petite campagne d'affichage si vous êtes une petite entreprise, et que lorsque vous avez constaté ce manquement-là, eh bien vous avez alerté le salarié, que ce soit par un mail ou autre chose, eh bien là, je veux dire que vous êtes totalement protégé. Vous êtes totalement protégé dans ce cas-là. Parce que pourquoi? On est face à une obligation de moyens renforcés. On ne peut pas mettre un flic derrière chaque salarié pour vérifier qu'il porte ses EPI. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, les juridictions l'ont bien compris. Le débat a commencé dans les entreprises du BTP, notamment, où, bien évidemment, sur des chantiers vastes, on ne peut pas vérifier que chaque salarié, même un chef de chantier, un conducteur de travaux, ne peut pas vérifier que chaque salarié porte ses EPI. L'important, c'est de démontrer que vous êtes dans une démarche volontaire de prévention des risques et que vous avez tout mis en place pour que ça soit appliqué. Après, le comportement individuel d'un salarié, on ne pourra pas vous le reprocher si vraiment il y a eu une bonne politique de prévention en amont. Merci. Il y avait une question sur la fréquence de diffusion
au niveau des mesures, d'information. Mais je pense que du coup, il n'y a pas de règle en fait. Non, il n'y a pas de règle. Dès lors que vous avez… Alors, ça dépend comment vous avez déconfiné vos salariés, entre guillemets. Est-ce que tout le monde est revenu en même temps? Est-ce qu'ils ne sont pas revenus en même temps? Effectivement, s'il y a eu des vagues successives, des équipes qui sont revenues et qui ont été, eux, formées quand ils sont revenus, c'est très bien. S'il y a de nouvelles équipes qui arrivent, bien évidemment, à chaque fois, il faut faire un petit groupe avec ces consignes qu'on va rappeler auprès des salariés. Mais il n'y a pas de règle particulière sur ça. Ensuite, est-ce que vous avez une idée de la date, justement, jusqu'à quand ces mesures devront être maintenues? On n'a aucune précision. Aucune précision et je me méfie des annonces gouvernementales depuis le début de cette affaire parce que là, on vient de nous annoncer, le président de la République vient de nous annoncer que toutes les écoles reprenaient lundi prochain avec l'accueil obligatoire de tous les enfants et on commence à avoir des problématiques du côté du ministère de l'Éducation et des préfets et des maires qui disent non, 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 on n'est pas prêt à respecter le protocole sanitaire en vigueur. Et donc, concrètement, pour éviter de se protéger, pour éviter d'engager notre responsabilité, eh bien, on n'est pas certain de les accueillir. Donc, je me méfie. On n'a aucune annonce pour le moment sur la fin de ces obligations-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va rester encore quelques temps, je dirais, sans trop m'avancer, jusqu'à septembre, à minima. Très bien. On va peut-être prendre une dernière question. Et puis, s'il nous reste du temps à la fin, puisque on se dit qu'on a jusqu'à 16 heures maximum ensemble, vu qu'il y a eu d'autres questions, on les prendra éventuellement après. Elle avait été posée au début, celle-ci, c'était en lien notamment avec les fonds d'indemnisation. Pensez-vous que la création d'un fonds d'indemnisation spécifique peut être une alternative crédible et suffisante à l'indemnisation au titre d'une maladie professionnelle? Bon, ça a été évoqué, c'est un sujet qui a été évoqué, effectivement. En fait, c'est le principe français qui veut qu'à chaque fois qu'on a une catastrophe de ce style-là, on va créer un fonds, ça a été fait pour l'amiante, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante notamment, pour indemniser les victimes. Aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité, parce que je pense que ça coûterait beaucoup trop cher. Et en tout cas, du côté du gouvernement, non, c'est pas, ça a été évoqué, clairement, mais ce n'est pas l'alternative sur laquelle on semble s'orienter. Je vous dis, ce matin, je disais encore dans la presse, il semblerait que les décrets concernant le personnel soignant va sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, s'ils s'orientent vers ça, c'est qu'à mon avis, ils sont en train de privilégier une seule catégorie parce qu'au début, on avait pensé au personnel de sécurité, les policiers également. Je pense qu'ils vont viser, a priori, en l'état des connaissances qu'on a, uniquement le personnel soignant. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de fonds d'indemnisation spécifique derrière. Ça aurait pu être une alternative. Donc, qui aurait dû être financé par un système assurantiel, c'est-à-dire que vos cotisations d'assurance auraient grossi, ou alors vos taux de cotisation à accident du travail ou maladie professionnelle en tant qu'employeur auraient été plus élevés. Voilà. Rien n'aurait été gratuit. Bon, très bien, merci. Donc, comme vous l'avez bien rappelé, de toute façon, pensez à mettre à jour votre document unique. Ensuite, on privilégie les équipements de protection collective et lorsque ce n'est pas possible ou en complément, on va mettre des protections individuelles. Et du coup, ça fait des surcoûts pour l'entreprise. Donc, Priscille, Julien va vous présenter justement les dispositifs qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a eu déjà, ça va être rappelé, une présentation la semaine dernière sur les subventions prévention des TPE-PME de la CARSAT. Et aujourd'hui, on vous fait le complément avec des autres dispositifs. Voilà, Priscille, c'est à toi. Je ne sais pas si tu veux bien passer le slide. Si tu as toujours Je peux le faire, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, un certain nombre d'entre vous ont peut-être été amenés à mettre en place des mesures de prévention pour vos salariés par rapport à ce risque Covid. Donc, aujourd'hui, on dispose de deux outils principaux
qui peuvent vous aider à venir financer ces investissements. Donc, vous avez effectivement, et peut-être un certain nombre d'entre vous ont déjà assisté la semaine dernière à la présentation du dispositif CARSAT, mais vous avez un dispositif national, donc qui est le dispositif de la CARSAT, qui permet à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés de pouvoir en fait venir financer un certain nombre de mesures de prévention. J'ai essayé dans le slide qui est là et qui donc du coup vous sera adressé de pouvoir synthétiser l'information, comme ça vous avez l'essentiel des dispositifs et la manière dont ils s'appliquent. Donc pour le dispositif CARSAT, soit on est une entreprise de 1 à 49 salariés du régime général, soit on est un travailleur indépendant et on peut venir financer un certain nombre de choses que vous aurez mises en place, par exemple la pose de plexiglas, la sécurisation aussi peut-être de vos clients, par exemple de guide fil, de poteaux, toute la partie affichage. Si vous avez besoin de mettre en place des locaux additionnels, par exemple, je ne sais pas, dans une base de vie ou sur un chantier, pour pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, vous pouvez venir financer l'investissement ou la location de ce type d'équipement. Vous pouvez aussi venir financer, par exemple, la mise en place de dispositifs pour laver les mains, laver le corps. Voilà. Et vous pouvez aussi venir financer l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, mais dans ce dernier cas, uniquement si vous avez déjà mis en place une autre mesure de prévention telle que je viens de les lister. Voilà. Le financement que la CARSAT accorde donc au niveau national, c'est 50% des dépenses que vous allez venir présenter, sachant qu'il faut au minimum venir présenter 1 000 € hors taxes de dépenses et que l'aide est plafonnée à 5 000 €. C'est-à-dire qu'on vient présenter entre 1 000 € et 10 000 € de dépenses et la CARSAT vous en finance 50%. L'aide est rétroactive, ça signifie que les investissements que vous avez engagés depuis le 14 mars jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet 2020 peuvent être pris en compte et la demande doit être déposée avant le 31 décembre de cette année. Une chose très importante, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez absolument avoir justement, on en a parlé à de nombreuses reprises, mis à jour votre document unique il y a moins d'1 an. Et vous allez devoir vous engager à l'avoir fait au travers d'un document qui sera adjoint à votre demande d'aide. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure avec Vincent, n'hésitez surtout pas, si par hasard ce document unique n'existait pas chez vous ou qu'il faille le remettre à jour par rapport au risque Covid, faites appel à nous. Au niveau des CCI, on est en train de mettre en place un dispositif d'accompagnement pour vous aider à cela. On est en train de mettre en place aussi de manière spécifique des ateliers qui seront dévolus au secteur, notamment du tourisme, de la restauration, pour vous aider à mettre à jour ce document unique. Signalez-vous et signalez-vous notamment au moment du questionnaire de satisfaction qu'on va vous adresser à la fin. On vous posera la question. Vous pouvez tout à fait indiquer que vous êtes intéressé à cela et ça nous permettra de vous recontacter. Voilà. Donc, à la fin du slide, vous avez un document. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si vous avez un souci de son, vous me le dites. Donc, à la fin du document qui est ici, vous avez les 2 liens pour la partie Languedoc-Roussillon et pour la partie Midi-Pyrénées pour pouvoir aller déposer votre dossier. Voilà ce qui concerne la CARSAT. Ensuite, vous avez un deuxième fonds qui est tout à fait spécifique à la région Occitanie. La région Occitanie, vous le savez, a mis beaucoup de moyens pour venir soutenir les entreprises et un nouveau fonds a été mis en place le 4 juin dernier, donc il y a très peu de temps. Il s'adresse de manière spécifique aux entreprises du tourisme, du commerce, de l'artisanat et il propose 2 actions, mais une de ces actions est justement le financement de mesures de prévention. Il s'adresse de manière prioritaire donc, aux entreprises du tourisme de moins de 20 salariés et au secteur commerce et artisanat de proximité. Et aussi en priorité sur ces 2 secteurs d'activité aux entreprises qui ont l'obligation, la contrainte de fermer par l'arrêté de fermeture du 14 mars. Voilà. Il y a une précision sur les codes d'activité. Donc, si vous êtes intéressé par cette aide ou si vous souhaitez en savoir plus, de toute manière, à la fin, vous aurez le lien pour aller la regarder. Et si vous avez un doute sur votre secteur d'activité, n'hésitez pas là aussi à nous contacter, à contacter vos conseillers. On pourra vous renseigner. Donc, tout comme l'aide de la CARSAT, on peut venir financer des dispositifs
distanciation physique, l'adaptation des zones de paiement, l'aménagement des plans de circulation, l'adaptation des espaces collectifs et des vestiaires, les sanitaires destinés au personnel, le matériel de désinfection, etc. Voilà. Donc, on a la possibilité de venir là aussi bénéficier d'une aide avec un montant et un pourcentage qui est un petit peu différent de celui de la CARSAT. Donc, pour le fonds local, vous pouvez bénéficier jusqu'à 70% maximum de financement. L'aide est plafonnée à 2 000 € pour le commerce et pour les structures touristiques à 20 000 €. Là aussi, vous avez un effet rétroactif, donc vous pouvez venir financer des dépenses que vous avez engagées à partir du 14 mars. Et le dépôt de la demande se fait avant le 31 décembre. L'aide est aussi un petit peu plus longue puisque vous pouvez aller pour le fonds local entre le 14 mars et le 15 novembre 2020. Donc on pourrait imaginer pour certains établissements touristiques qui fassent des investissements après leur saison, ça pourrait aussi rentrer. Voilà. Spécificité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à cette aide. Donc là aussi, vous avez le lien pour pouvoir aller récupérer les informations sur le site de la région sur cette aide. Et puis, dernier dispositif, mais il est un petit peu distinct, c'est un dispositif qui s'appelle le passe-rebond, qui s'adresse à des entreprises de type varié, entre 1 et 250 salariés. C'est aussi une aide spécifique de la région Occitanie, et là, qui vient aider l'entreprise à rebondir suite à cette crise sanitaire dans le cadre d'un projet global d'investissement matériel et immatériel. Et dans ce cadre-là, on peut y faire rentrer des dépenses liées à la prévention. Voilà. Mais là, c'est vraiment spécifique et c'est vraiment dans le cadre d'un projet global. On n'est pas sur une notion de rétroactivité. C'est demain, vous êtes une entreprise qui va mettre en place un investissement général suite à la crise Covid avec un investissement qui peut être matériel ou immatériel. Eh bien, ce passe-rebond peut vous être ouvert et peut venir financer jusqu'à 50% de votre investissement, avec un certain nombre de points d'éligibilité qui sont assez précis, donc que je n'ai pas détaillé, mais vous avez là aussi la possibilité d'en savoir plus sur cette aide. Et vous pouvez rentrer des outils de prévention dans le cadre de cette demande de financement. Voilà, c'est pour moi aujourd'hui les 3 dispositifs dont on dispose en région et qui peuvent donc vous permettre de venir aider les dépenses que vous avez déjà réalisées peut-être ou que vous allez réaliser pour vos mesures de prévention, pour vos salariés et pour vos clients. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais peut-être poursuivre du coup parce que donc là, on a 2 slides qui suivent. En complément, donc là, c'est des moyens financiers sur des moyens de prévention. Mais voilà, il y a toute l'organisation aussi à mettre autour de cette relance d'activité. Donc, il y a des dispositifs également qui ont été mis en place. Donc, notamment par le ministère du Travail et le réseau ANACT-ARACT. Donc, il y a le dispositif Objectif Reprise, voilà, qui est un appui en termes d'organisation de travail, de prévention au niveau des relations sociales dans l'entreprise. Le but, voilà, étant de sécuriser la reprise d'activité et la relance. Donc, c'est relayé en local par la Directe Occitanie et le réseau ARACT. Du coup, il y a 2 dispositifs qui sont proposés puisqu'on distingue les entreprises donc jusqu'à 11 salariés et les entreprises qui vont de 11 jusqu'à 250 salariés. Voilà, donc il s'agit d'un accompagnement en fait qui est entièrement gratuit où l'enjeu principal est de concilier la santé et la sécurité des employés avec la performance de l'entreprise. Donc, on va tourner autour de est-ce qu'il y a des questions de réorganisation d'activités liées aux contraintes, voilà, est-ce qu'il y a un besoin de restructuration du management, comment faire pour améliorer les relations sociales au niveau du travail, est-ce qu'il faut adopter son mode de management pour être plus efficace.
Voilà, toutes ces questions organisationnelles qui vont être traitées. Donc, comment, en fait, concrètement, cette aide vient à vous? Il suffit d'aller sur le site internet d'Objectif Reprise et du coup, vous allez être guidé pour le parcours de votre choix, donc en fonction de votre nombre de salariés. Donc, dans un premier temps, il y a un questionnaire anonyme qui vous est proposé, qui prend 15-20 minutes pour être complété. Et suite à cela, il y aura déjà un premier diagnostic qui sera posé de votre situation actuelle. Et vous allez être orienté en fait vers voilà, des ressources qui sont à disposition pour vous accompagner. Ensuite, il vous sera proposé de participer à des espaces d'échange inter-entreprises. Donc, voilà, pour dialoguer avec vos pairs sur des problématiques que vous avez vues. Donc, certains auront pu déjà les résoudre, auront des exemples concrets à vous apporter comme solution. Et puis, pour les plus grosses, donc celles qui ont plus de 11 salariés, vous avez la possibilité d'être recontacté par un expert qui prendra contact avec vous et qui pourra vous accompagner sur des problèmes vraiment spécifiques. Ensuite, il y a un dispositif spécifique d'appui et de conseil en ressources humaines. Donc, c'est un accompagnement personnalisé au niveau des RH, donc qui est spécialisé, donc personnalisé, pardon, qui est orienté TPE, PME, voilà, pour venir en appui pour obtenir des solutions concrètes sur des problématiques ponctuelles, toujours d'organisation du travail, bien sûr en lien avec la performance économique de votre structure. Donc, ce dispositif, en fait, il fait appel à des partenaires spécialisés RH qui ont été sélectionnés et qui sont accrédités par la Directe Occitanie. Et au niveau de la prise en charge de cet accompagnement, donc, il peut aller jusqu'à 50% de la prestation avec un plafond qui est à 15 000 €. Voilà, donc, pour ces dispositifs-là, il faut vous rapprocher de la Directe Occitanie. Et vous avez également un lien sur le site du PRST, donc le plan régional santé au travail Occitanie. Donc, vous aurez les liens à la fin de tout ça, ne vous inquiétez pas. Sur l'espace PRST, vous avez également des ressources à votre disposition. Donc, des ressources d'ordre général qui sont mises à disposition par les PRST. Donc, il y a tout ce qui est information générale sur le contexte lié au Covid, avec les chiffres clés, les informations notamment voilà, du ministère, de l'INRS, les liens relais sur les informations intéressantes, les données de l'ARS qui sont détaillées par région. Ensuite, il y a tous les acteurs du coup, qui ont mis à disposition les guides ou les fiches métiers par secteur à disposition également. Et puis, il y a des zooms sur certains secteurs d'activité, voilà, que vous soyez plus sur le domaine agricole, le domaine industriel, si vous êtes un indépendant, si vous êtes même à la retraite. Voilà. Tout est bien fait, bien classé, donc n'hésitez pas à aller consulter cette base de données. Et enfin, dernier point, donc, au niveau du maintien dans l'emploi pour les salariés les plus fragiles. Donc, on parle bien évidemment des travailleurs qui sont atteints de maladies chroniques. Il y a également un dossier qui est consacré à ces personnes-là. Donc, il y a un kit à télécharger. Vous y retrouverez le détail de quoi parle-t-on. Donc, la description de ces cas, comment les identifier, les enjeux, bien sûr, pour l'entreprise et pour vos salariés. Et ensuite, comment agir. Donc, il y aura un plan d'action qui vous sera proposé pour mettre en place une démarche pérenne. Et enfin, vous allez trouver un annuaire des différents acteurs qui pourront vous accompagner sur ces thématiques. Voilà, vous retrouverez tout ça sur les liens qui seront à disposition dans le support. On va passer du coup au second volet des questions. Donc, je vois qu'il y a des données qui ont été complétées au niveau du chat. On va, Priscille, si tu veux bien rallumer peut-être
ta vidéo pour répondre aux questions qui ont été posées que tu as dû voir. Et moi, comme ça me laissera le temps de consulter les autres pour les reposer à tout le monde. Il faut réactiver le micro. Priscille. Voilà. C'est bon. Donc, simplement, j'ai vu des questions, mais je pense qu'il n'y avait pas de choses qui me concernaient de manière très spécifique, à part il y a des questions qui se posaient sur le pass rebond, je crois. Donc, en fait, effectivement, dans chaque CCI, vous avez un conseiller qui peut, à minima, vous renseigner sur la démarche et voir monter peut-être avec vous ce pass. Voilà. Pour ce qui concerne les dispositifs dont j'ai parlé, vous avez, dans le cadre du document qui vous sera envoyé par la suite par Vincent, vous avez des liens pour pouvoir aller télécharger les aides. Je pense que peut-être on pourrait reprendre quelques questions qui n'avaient pas été posées à Monsieur Hervé, peut-être. Il me semble qu'il y en avait quelques-unes qui restent. Je les ai mentionnées, moi, il n'y a pas de souci. Juste, je me permets de rappeler qu'il y a eu quelqu'un qui a précisé que concernant l'appui au conseil RH, il y a de nouvelles dispositions depuis le 4 juin, donc également. Donc, c'est pas précisé. On ne peut pas être exhaustif sur tout, on est désolé. On essaie de présenter à chaque fois un complément à ce qui a déjà été apporté. Donc après, n'hésitez pas. Voilà, nous, aujourd'hui, on essaie de traiter quand même la santé-sécurité. Il y a forcément des liens avec les RH, mais il y a des webinaires spécifiques qui sont également organisés par nos collègues RH. Donc, où des thématiques se croisent. N'hésitez pas à retourner sur le site internet de votre CCI locale pour voir l'ensemble des événements qui vous sont proposés. Du coup, on va repasser aux questions qui étaient restées en suspens. Il en restait quelques-unes. Donc, le procès-verbal correspond à une obligation de mise aux normes de mesures de prévention et non pas à une sanction et amende, avec amende. Point d'interrogation. Alors, le procès-verbal que peut dresser l'inspection du travail, en réalité, parmi les pouvoirs dont dispose l'inspection du travail, il y a des pouvoirs d'enquête. En gros, ils ont la possibilité de venir dans l'entreprise et de constater un certain nombre de manquements. Et deux solutions, l'inspection du travail peut simplement dialoguer avec l'entreprise et au terme d'échanges de courrier avec le représentant de l'employeur et dire j'aimerais bien qu'il y ait un certain nombre de mesures de prévention qui soient adoptées. Donc là, ça se discute dans un cadre, je vais qualifier d'amiable, on va dire. Et en revanche, non, il y a la possibilité pour l'inspection du travail, au terme de son enquête, et si les manquements sont importants et qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de volonté de l'employeur d'aller un petit peu plus loin, de dresser un procès-verbal d'infraction, avec la possibilité de communiquer ce procès-verbal au procureur de la République, à charge pour lui de prendre des sanctions, de décider de poursuivre ou non l'entreprise ou le représentant de l'entreprise. Donc effectivement, ce n'est pas une amende en soi immédiate qui est prononcée sur un terrain pénal, c'est un procès-verbal d'infraction transmis au procureur de la République. Très bien. Un lien avec le CSE que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas mis forcément dans toutes les entreprises. Je crois que ce matin, il y avait un chiffre qui avait été donné, donc je ne l'ai pas vérifié, mais il y avait des carences de CSE je crois que sur 45% des entreprises, notamment les plus petites actuellement. Et il y avait une question qui portait sur mon délégué du personnel est une personne fragile. Du coup, il est absent en lien avec sa maladie. Puis-je le contacter par rapport à son rôle vis-à-vis de la prévention des risques? C'est toujours un peu délicat. Alors, c'est toujours délicat. Il y a un arrêt maladie, effectivement. Alors, la première question à se poser, c'est savoir s'il est en arrêt maladie, vraiment, parce qu'il est malade, ou est-ce qu'il n'a rien et que c'est simplement, en gros, je ne sais pas, vous l'avez peut-être mis en chômage partiel. Quoi qu'il en soit, il ne coûte rien et on ne vous le reprochera pas d'avoir envoyé un mail à votre délégué du personnel pour savoir s'il souhaitait participer à une réunion du CSE ou s'il souhaitait participer à une réunion de manière générale sur la prévention des risques. Alors, pas participer physiquement, forcément, mais vous pouvez très bien organiser soit une visio, soit une conférence téléphonique
Et au terme de cette conférence ou de cette visio, vous pouvez très bien dresser un plan des mesures qui ont été proposées, élaborées. Vous signez ce document sous la forme d'une sorte de procès-verbal et vous l'envoyez à votre délégué du personnel. Il le signera quand il aura envie. Mais peu importe, l'important, c'est de garder de la traçabilité. Si vous faites une démarche comme ça, qui peut parfaitement se faire à distance, hein, pour notre part, au cabinet, on a également des délégués du personnel. La personne était en chômage partiel. On a organisé en visio la réunion du CSE sur ces mesures de prévention. C'est tout à fait envisageable. Alors, sauf si la personne s'y oppose. Si la personne ne veut absolument pas, qu'elle est en arrêt maladie, personne fragile, elle ne veut absolument pas, mais à ce moment-là, essayez aussi de garder une trace. C'est-à-dire que vous dites, voilà, nous vous avons convoqué à telle date, nous avons bien noté que vous refusiez de participer, nous nous organisons de notre côté en tant qu'employeur pour prendre les mesures de prévention qui s'imposent. Voilà. Toujours, hein, dans la prévention, je rappelle quelque chose, c'est essentiel, c'est la traçabilité qui impose. Tout ce qui est oral dans une entreprise n'a aucune valeur. Ce qu'il faut, c'est garder des moyens de preuve pour démontrer finalement qu'on s'est véritablement investi dans la politique de prévention des risques professionnels. Parce que lorsque l'inspection du travail vient dans vos locaux, les premières choses qu'ils vous demandent, c'est des documents écrits, que ce soit le registre du personnel, le document unique d'évaluation des risques, les justificatifs de formation, les horaires de travail, tout ça doit être tracé, écrit. Et les consignes de sécurité relatives au Covid-19, c'est la même chose. Si vous mettez en place des consignes de sécurité, gardez une certaine traçabilité. Très bien. On avait une dernière question, mais vous l'aviez abordée, mais je pense que la personne n'avait pas tout saisi. Il voulait vous donner des explications complémentaires sur l'obligation ou pas du CACES, en fait. Oui. Hors sujet. Ouais, qui est Comme sujet vous l'avez annexe, abordé. qui n'a rien à voir, mais en soi, si vous voulez, parmi les obligations qu'a l'employeur, issues du Code du travail, l'employeur est tenu d'informer ses salariés et de les former à leur poste de travail. Bon. Il y a certaines formations qui sont obligatoires, je pense à des formations électriques, ou alors, voilà, par exemple, il faut une habilitation électrique spécifique si on doit intervenir. Bon. Et ensuite, il y a, par exemple, l'utilisation d'un chariot automoteur. Je prenais ce cas-là. Vous savez ce qu'on appelle les Fenwick, hein, pour lesquels il y a cette obligation générale de formation. Vous devez former votre salarié. Mais le Code de travail ne dit pas que vous devez dispenser, que le salarié doit avoir son CACES. Il ne le dit pas, ça. Ça n'existe pas. En revanche, c'est l'INRS, tout ça, qui fait ces recommandations. Et c'est là où je dis, mais comment vous allez former votre salarié à l'utilisation d'un Fenwick s'il n'a pas suivi de CACES? Ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir que vous soyez capable de démontrer en interne que vous aviez un salarié expérimenté qui a formé ce salarié à l'utilisation. Bref, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises, dès qu'on utilise ce type d'engin, de chariot automoteur et autres, élévateurs et autres, eh bien, on fait passer le CACES à son salarié avec une durée de validité, 5 ans. Et dans ce cas-là, on est totalement protégé vis-à-vis de l'obligation de formation de son salarié. On est capable de justifier s'il y a un problème, s'il y a un accident ou autre, que notre salarié a été formé. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'obligation réglementaire d'avoir son CACES, mais pour justifier de la formation, c'est souvent bien indispensable. Très bien, merci. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, donc c'est parfait. Dans tous les cas, vous avez votre conseiller local qui est votre relais privilégié pour des questions complémentaires. Donc, je tiens à remercier Monsieur Romain Hervé et Priscille, Julien qui sont intervenus aujourd'hui pour vous apporter tous ces compléments. Je vous propose du coup l'ensemble des documents ou des liens que nous avons abordés. Sachez également que vous allez recevoir ce support. Donc, du coup, les liens sont actifs et vous pourrez directement aller dessus. Mais pour ceux qui le souhaitent, voilà, on le laisse quelques instants à l'écran. Préciser du coup le programme des prochains webinaires. Il en reste 2. Donc, le 2 juillet, donc, comment accompagner la santé de mon entreprise et de mes équipes au quotidien. Donc, ça, on fera le lien entre les RPS et la situation Covid actuelle. Et enfin, nous conclurons un petit peu ce programme spécifique relance Covid le 16 juillet avec les mesures de prévention spécifiques, quels impacts sur les risques professionnels au-delà du risque sanitaire. Donc, ne pas oublier qu'il y a tous les risques inhérents habituels et qu'il faut aussi peut-être surévaluer certains risques
en lien avec l'épidémie Covid. Voilà. Ce n'est pas marqué ici, mais je vois que Priscille l'a mis dans le chat. Pour le document unique, on prévoit un webinaire spécifique régional qui aura lieu le 29 juin. Donc, ce n'est pas précisé ici. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y aura vraiment une présentation du document unique sur les métiers HRC, donc hôtellerie, café, restaurant, le 29 juin à 9h30. Voilà, mais vous aurez de la communication sur ce sujet. Voilà, merci à tous. On se retrouve du coup le 2 juillet. Je vous laisse lire le programme un peu plus détaillé. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et voilà, je vous demande de consacrer quelques minutes. On a un questionnaire de satisfaction et notamment dans celui-ci, comme l'a précisé également Priscille, vous avez la possibilité d'être rappelé par un conseiller CCI si vous voulez des informations complémentaires, notamment en lien avec votre document unique, puisque ça fait partie des propositions qu'on peut vous faire pour vous accompagner. Merci encore à tous, merci aux intervenants et je vous donne rendez-vous le 2 juillet. Merci.